juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà. Je m'en vais d'abord remercier le camarade Yamba Yamba qui a voulu que nous puissions ensemble honorer Patrice Emery Lumumba. Parce que tous parlons de l'unité de l'Afrique et nous ne pouvons pas commencer à penser unité Afrique si les mouvements panafricanistes au Congo ne s'unissent pas. Et donc l'unité doit commencer ici. C'est l'essentiel de la conférence co-organisée en ce jour entre la nouvelle vision panafricaine et le mouvement panafricaniste pour la libération du Congo et de l'Afrique. Je m'en vais remercier les camarades Kabika, pour ceux qui les voient dans les groupes sociaux, Kabika Voyant Nègre, qui a pu se déplacer de Goma à Kinshasa, a payé un billet pour venir participer à cette conférence et honorer Lumumba. C'est un grand Lumumbiste et il est aussi acteur-compositeur. Il a mis en scène une pièce théâtrale dénommée Panafrica, la bête noire, qui sera sortie le 26 février et que tous panafricanistes sont censés de l'accompagner. Je m'en vais là remercier un camarade de lutte. Tous je vous remercie, mais lui particulièrement c'est Eli. Au nom de cette lutte, il a été arrêté au mois de décembre. Je le croyais mort. Dieu merci, il est encore avec nous ici. C'est comme je ne cesse de le dire, aucun panafricaniste ne mourra, aucun panafricaniste ne sera encore trahi et aucun mouvement panafricaniste ne sera infiltré. Eli, bonne année. Pour ne pas prendre votre temps, nous avons prévu notre petit exposé que nous allons lire tout simplement 15 à 18 minutes et nous passerons la parole au camarade Yamba Yamba et après, s'il y a des interventions, nous verrons dans quelle mesure répondre. Ainsi dit, l'un des mots de l'Afrique réside dans les capacités de ses dirigeants à se montrer à la hauteur des espoirs de leur peuple. Un manque de leadership qui concilie les impondérables du pouvoir avec son corollaire d'ambition égoïste et personnelle et l'adhésion de ceux qu'on dirige tout en gardant toujours en vue leurs intérêts privés et la nécessité impérieuse de ne jamais rompre les incontournables équilibres sociopolitiques. Voilà ce qui a conduit l'Afrique dans l'échelle dans lequel elle se trouve aujourd'hui. L'Afrique a donc besoin d'un nouveau type de leader politique pour engager sa transformation structurelle et fonctionnelle, notamment faire face au néocolonialisme, à l'impérialisme, au capitalisme dégradant et ensauvagé et aux multiples défis de sécurité alimentaire, de démographie, de développement durable et des services sociaux qui sont l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement et que sais-je encore. La véritable transformation socio-économique et politique n'aura lieu que s'il y a un nouveau type de leadership au sommet et dans les gouvernements, dans les institutions, dans les organisations et dans les entreprises et d'esquisser le prototype du nouveau type de leadership avec pour caractéristiques essentielles la compétence, l'engagement pour le bien-être des populations et l'intégrité. Excusez-moi. Ce nouvel homme et cette nouvelle femme doivent donner l'exemple et servir de modèle aux populations. En matière de gestion, a-t-on souligné, ces nouveaux dirigeants ne doivent pas transiger sur la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, prôner l'autosuffisance, l'autodétermination et faire vivre le panafricanisme des peuples prôné et enseigné par Thomas Sankara. L'Afrique doit ainsi, pour avancer,
puisée dans son histoire riche et abondante, qui donne des exemples des gens dévoués à la cause publique, prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême pour l'intérêt commun. Les nouveaux leaders africains permettront à avoir des États compétents et responsables qui établissent des politiques saines, fournissent des services publics de qualité, régulent les marchés et impliquent les citoyens au contrôle et à la récupération du sol et sous-sol africain, y compris des richesses publiques. Mais il est important de noter que jusque-là, l'Afrique n'a pas connu que des chefs d'État sans charisme, marionnettes, petits bitinda, occidentaux et moins intelligents. Certains ont su marquer l'histoire du continent, devenu ainsi héritage vivant et modèle à suivre pour le vrai décollage de l'Afrique. Nous citons à titre d'exemple ces grands panafricanistes, à savoir Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Julius Nyerere, Amilcar Cabral, Modibo Keïta, Jomo Kenyatta, Marcus Garvey, André Blouin, Mohamed IV, Nasser Hussein, Thomas Sankara, Mohamed Kadhafi, Cheikh Anta Diop, Fumuti Mbangu, Yakim Pavita, Winnie Mandela et Patrice Emery Lumumba, le premier martyr du panafricanisme du bloc de Casablanca, pour ne citer que cela. Ainsi, pour décoller, nous devons exécuter ce testament politique nous légué par les pères fondateurs du panafricanisme institutionnel, à savoir la formation des États-Unis d'Afrique, notre unique option pour notre souveraineté et développement intégral. Nous devrions donc ramener et mettre en œuvre le plan de Kwame Nkrumah et du bloc des panafricanistes et du groupe des panafricanisme et du bloc de Casablanca, qui a participé à la création de l'OUA devenue l'Union africaine. Le bloc de Casablanca a plaidé pour la création d'un gouvernement africain ou d'un système fédéral avec une armée, une économie, un seul réseau de communication, une seule monnaie, un seul gouvernement, un cadre permanent de concertation et avec des plans et programmes ambitieux pour intégrer la diaspora africaine dans les Caraïbes, les Amériques et d'ailleurs pour faire partie de l'Afrique mère. Le groupe de Casablanca était soutenu par le Ghana, le Mali, la Guinée, les Congo, l'Égypte et d'autres pays. Alors que le groupe de Monrovia, qui était principalement soutenu par des pays européens comme la France et comptait des membres comme l'Éthiopie, le Congo et de nombreuses colonies françaises, étaient contre cette idée. Ils ont à leur tour suggéré que l'Afrique soit indépendante et qu'elle s'unisse progressivement et non pas d'un seul coup. Le groupe de Monrovia a gagné et a conduit à l'état actuel dans lequel nous sommes en tant qu'Africains. Le plan du groupe de Monrovia n'a pas fonctionné car les gouvernements africains ont ensuite été infiltrés par des envahisseurs européens et de nombreux dirigeants ont été renversés dans le pays tels que le Ghana, l'Éthiopie, le Mali, la Guinée, Burkina Faso, le Congo et autres. Les ambitions égoïstes du bloc de Monrovia sont la raison pour laquelle l'Afrique doit encore attendre longtemps pour qu'elle s'unisse. Si les pays africains ne reviennent pas très vite dans le cadre politique du groupe de Casablanca, l'Afrique continuera à être infiltrée par les forces européennes, américaines et asiatiques intéressées à exploiter les ressources africaines jusqu'à la moelle épinière. Considérons le bloc de Casablanca avec ses buts et objectifs si nous voulons que l'Afrique s'unisse. Le plan du groupe de Monrovia ont totalement échoué et ont conduit à la situation difficile que nous vivons actuellement en tant qu'Africains, esclaves politiques, économiques, spirituels, socio-culturels de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Le rêve d'une Afrique unie a commencé bien avant la création de l'organisation de l'Union africaine en 1963, à la suite d'une intervention du roi d'Éthiopie. Au début des années 1960, alors que l'indépendance s'étendait à tous les continents colonisés, les combattants de la libération et les héros
de l'indépendance parlait vaguement d'une Afrique unie qui mettrait fin à la colonisation de tous les continents. Le premier président du Ghana, le prophète et envoyé politique africain de Newamba Mpungu Tulendo, le docteur Kwame Nkrumah, avait exprimé cette idée en 1957 lorsque la Côte d'Or a obtenu son indépendance de Grande-Bretagne. Il a proposé une unité immédiate du continent. Nkrumah a également écrit sur l'unité africaine comme socle du développement et moyen de résistance commune au néocolonialisme et à l'impérialisme et a montré la voie en soutenant financièrement la Guinée après que le Français ait abandonné le pays nouvellement indépendant en 1958. La même année, il organise la première réunion panafricaine, la Conférence populaire africaine. Le deuxième président égyptien, Gamal Abdel Nasser, a également mis en place le concept d'unité africaine, tandis que le premier président tanzanien, Julius Nyerere, a exprimé sa confiance dans une Afrique unie. Ensemble avec les dirigeants d'Algérie, de la Guinée, du Maroc, du Mali et de la Libye, ils sont devenus les blocs de Casablanca, formés après la deuxième conférence populaire d'Addis Abeba en 1961 et dirigés par Kwame Nkrumah pour faire pression en faveur d'une fédération de tous les États unis d'Afrique dont les travaux préparatoires ont eu lieu à Casablanca, au Maroc, entre Mohamed IV, roi du Maroc, et Patrice Emery Lumumba, Premier ministre congolais. Malheureusement, ce dernier ne prendra pas part à la dite conférence. Faisons savoir que les noms tirent son origine du poème de Marcus Garvey de 1924, All United States of Africa. Des débats ultérieurs sur un gouvernement uni avant la formation de l'OIA ont eu lieu lors des réunions dans les villes de Sanikeli au Libéria et Addis Abeba en Éthiopie en 1959 et 1960. L'empereur de l'Éthiopie a ensuite invité l'Union à se rendre à Addis Abeba pour y tenir un sommet. Le sommet est passé outre le vrai objectif. Le monarque aurait financé la construction d'un Africa Hall d'une valeur de 2 millions de dollars afin de fournir un lieu de rencontre aux dirigeants africains. Il aurait également payé la note pour un banquet. Entre autres, les dirigeants des 32 États africains indépendants ont honoré l'invitation de l'empereur d'Éthiopie et se sont vus offrir un traitement de luxe avant la réunion qui a été un facteur décisif pour l'unité de l'Afrique. Le bloc de Casablanca a soutenu la philosophie de Kwame Nkrumah selon laquelle l'Afrique doit s'unir maintenant, alors que l'Égyptien Nasser, l'Algérien Ahmed Ben Bella et les Guinéens Sékou Touré ont dénoncé les impérialistes et les exploiteurs coloniaux à chaque occasion. Le bloc de Monrovia a contrecarré la possibilité d'une union immédiate avec l'argument que, aussi bonne soit-elle, l'unité ne fonctionnera pas si la coopération économique n'est pas réalisée. L'autre, l'empereur d'Éthiopie, a ajouté sa voix en disant que les dirigeants doivent avancer pas à pas vers l'unité car la tradition ne peut pas être abandonnée d'un seul coup et les désaccords du peuple sur une union pourraient frustrer le progrès vers la coopération et le développement. Le panafricanisme Kwame Nkrumah, Lumumba et leurs compagnons ont porté pour l'Afrique reste l'un des héritages et modèles de projets les plus ambitieux du développement du continent. Hélas, l'Afrique n'a plus de Sankara, de Lumumba, de Kadhafi, de Kwame Nkrumah et les autres aujourd'hui, qui pour succéder et continuer les combats connus d'avance mortels, au lieu d'une union africaine importante telle que nous la connaissons maintenant, la réalisation des États-Unis d'Afrique n'est plus que dorénavant un idéal, mais un impératif pour le développement intégral de l'Afrique. Même si elle semble hors de portée des capacités des dirigeants actuels, l'Afrique doit s'unir ou disparaître. Un message mieux, une interpellation
qui pour beaucoup de panafricanistes que nous sommes reste plus que jamais d'actualité. Faisant nôtre cette belle réflexion de l'abbé Jean-Pierre Mbelou sur les Congos que nous ramenons au niveau africain, je dirais tout simplement que nous sommes héritiers d'une autre Afrique en gestation et l'histoire nous apprend que nous ne savons pas apprendre de l'histoire. Nous sommes plus dominés par l'ignorance que par la force. La gestation d'une autre Afrique, mieux des États-Unis d'Afrique, peut être associée à 3 faits fondateurs, à savoir, primo, le mouvement de résistance et la 5e conférence panafricaine de 1945 à Manchester United. Marcus Garvey, V.O. Dubois et les autres avaient identifié les problèmes et ont proposé les solutions. L'esclavagisme, la colonisation, la confiscation des terres et des richesses africaines. La solution, c'est la lutte pour la libération, la réappropriation et le contrôle des terres, sol, sous-sol et richesses africaines et la dignité africaine. Secundo, le panafricanisme institutionnel, le mouvement de libération et des indépendantistes, Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Sékou Touré et les autres ont pu à leur tour identifier les systèmes impérialistes et néocolonialistes et en ont fait une critique sévère, proposer aussi des solutions. C'est un système de prédation, d'abrutissement, d'assujettissement, de soumission, d'envilissement, d'aliénation, d'inculturation et des approbations de mœurs africaines. Il est aussi un système de capitalisme ensauvagé qui tue. Les pères fondateurs, pour faire face, ont pensé à l'unité et aux États-Unis d'Afrique. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Tertio, le panafricanisme de peuple, le mouvement des masses et de concertisation pour la renaissance africaine. Thomas Sankara, Mohamed Kadhafi et les autres ont identifié les systèmes qui demeurent le même, mais avec un sous-système du capitalisme ensauvagé qui consiste à livrer les pays aux prédateurs par les multinationales, le FMI, la Banque mondiale et l'ONU interposés. Dans son discours du 4 octobre 1984, devant l'Assemblée générale de l'ONU, un seul passage suffit à résumer l'homme et son œuvre lorsqu'il dit « Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place des nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état des services, dresser les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyenâgeux ou d'une régression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir, prolonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que, sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Telle est notre programmation politique. Au plan de la gestion économique, nous apprenons à suivre simplement, à accepter et à nous imposer l'austérité afin d'être à même de réaliser de grands destins. Au-delà du Burkina Faso, beaucoup de citoyens de pays africains le voyaient et le voient encore comme le président qu'ils auraient tant aimé avoir. La citation est de Thomas Sankara. Avec ces quelques exemples que nous venons de citer, nous pouvons affirmer que l'Afrique n'est ni en crise d'héritage politique, moins encore de modèle de développement, mais plutôt en crise de sa jeunesse inconsciente et peureuse de prendre ses responsabilités en main, en commençant par identifier les vrais problèmes actuels qui semblent être comme un blocage au décollage de l'Afrique. Si nous identifions réellement ces causes des blocages et leur mode d'opération, nous n'avons pas d'autres alternatives si ce n'est que le panafricanisme de peuple, qui est une construction politique réelle visant à rassembler les Africains pour réaliser le développement global du continent. Cette lutte des classes globales doit intégrer toutes les dimensions, à savoir économique,
politique, sociale, culturelle, spirituelle, de genre et environnementale. 60 ans après les indépendances, les pays africains ont encore beaucoup de mal à faire vivre le panafricanisme comme procédure d'intégration des économies africaines, politiques et sociales. Chaque pays membre de l'OUA ou de l'unité africaine essaye de tirer son épingle du jeu au lieu de travailler de façon collective avec les autres. Le panafricanisme aujourd'hui est encore cet outil stratégique à la disposition des chefs d'État, des gouvernements, des institutions et organisations de l'Afrique pour booster son développement, mais les hommes politiques africains utilisent la mobilisation pour le panafricanisme comme un outil de gouvernance pour montrer leur attachement à l'Afrique. L'Union africaine, par exemple, est une variable résiduelle. Le chef d'État préfère en faire un élément de théorie politique plutôt que de gouvernance réelle sur le terrain. Quelle unité africaine veulent les Africains depuis les indépendances? Une unité africaine supranationale ou celle qui préserve la coopération des États souverains? La question institutionnelle n'a jamais été réellement tranchée et les chefs d'État africains préfèrent les statu quo actuels à une décision radicale. Comment passer d'un panafricanisme de confusion politique à un panafricanisme de peuple fondé sur la réalité des faits? Car l'Afrique que nous voulons n'a plus droit de continuer à se contenter de regarder passer le train de la modernité. Nous devons nous dépasser du panafricanisme institutionnel des vocations et d'ampliative compulsionnelle au panafricanisme de peuple prôné par Thomas Sankara et le groupe de Casablanca. Pour ce faire, nous devrions, nous Congolais, jouer notre rôle de gâchette du revolver Afrique de Franck Fanon dans cette Afrique nouvelle en gestation. Dans un temps très réduit, coincé et limité, Patrice Emery Lumumba a pu jouer son rôle et a placé le Congo au centre de l'action panafricaine du bloc de Casablanca. Si en 1963, les États-Unis d'Afrique étaient créés, le Congo serait la capitale. Lumumba a fait sa part. À nous de continuer le combat. Considéré comme l'unité des mesures de la lutte panafricaine internationaliste, Patrice Emery Lumumba, figure emblématique du patriotisme congolais et africain, sera exécuté avec ses deux compagnons Maurice Mpolo et Joseph Okito à Elisabethville, actuellement Lubumbashi, quelques mois seulement après sa nomination au poste de Premier ministre. Tous les pays occidentaux présents au Congo, la Belgique, les USA via la CIA, la France et l'ONU ont intérêt d'éliminer physiquement un jeune homme au charisme irrésistible qui trimballe pour seul défaut rédhibitoire son amour immodéré pour son peuple, pour son pays trop riche pour être indépendant, son refus de la domination postcoloniale et de l'injustice. Par-dessus tout, Lumumba croit fermement en l'Afrique et à sa victoire sur les forces libératrices. Le temps passant, ses leaders associés aux grandes autres figures résistantes modernes comme Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Hussein Nasser, André Blouin, Modibo Keïta, Jomo Kenyatta et les autres est devenu une icône, une référence d'anticolonialisme de cet engagement jusqu'au sacrifice suprême de sa vie. Les politologues et d'autres chercheurs s'entretiennent jusqu'aujourd'hui sur la dimension tacticienne du combat de Lumumba, une précocité de son action anticolonialiste face à un rapport de force défavorable. Il est heureux que l'héritage de Lumumba serve non pas pour inaugurer le chrysanthème, mais fructifier un nouveau capital politique en formation pour cette autre Afrique en gestation. Lumumba nous a laissé un testament politique que tous connaissons et que nous n'allons pas lire ici, un adieu émouvant, sa dernière lettre à sa femme Pauline.
écrit en prison en décembre 1960, nous rapproche d'un leader terriblement humain, dans la pudique tendresse de ses mots à la mère de ses enfants, en même temps d'une quintessence au-dessus du commun des mortels, celle de celui qui va vers les sacrifices de sa vie avec dignité et cran pour une cause qui dépasse les existences individuelles, la sienne au premier, et qu'il voit triompher un jour. Ces jours où l'histoire se souviendra de lui comme aujourd'hui. Vous avez tué un Lumumba, des milliers et des milliers de Lumumba sont nés et cherchent à s'organiser pour continuer la lutte de la libération totale et de l'unification du Congo et de l'Afrique, nouvelle en gestation, où il n'y aura ni trahison, ni infiltration, moins encore assassinat. Que vive le panafricanisme, que vive la révolution populaire, que vive la libération des masses opprimées, que vive l'unité africaine, que vive les États-Unis d'Afrique. Longue vie à l'esprit de Patrice Emery Lumumba. Longue vie. Longue vie. Longue vie à l'esprit de Patrice Emery Lumumba. Longue vie. Longue vie. Longue vie à l'esprit de Patrice Emery Lumumba. Longue vie. Longue vie. Viva panafricanisme, viva. Viva. Viva panafricanisme, viva. Viva. Viva panafricanisme, viva. Viva. Ensemble. Pour un Congo nouveau. Ensemble. Pour un Congo nouveau. Ensemble. Pour un Congo nouveau. Ça va faire 60 ans, et voilà, 60 ans pour rien. Lorsqu'on veut monter un escalier, si ça ne marche pas, il faut chercher un autre escalier. Le grand malheur, c'est qu'au lieu de chercher un autre escalier, on a tendance à chercher à utiliser le même escalier, et ça pose toujours des problèmes. Et on va rester pendant 1000 ans, si on ne se pose pas de questions pertinentes, que d'aucuns appellent questions questionnantes, on n'ira nulle part. Avec le camarade hier, voilà, nous avons estimé qu'il était quand même nécessaire, sur base d'un listing que nous avons élaboré, de tous ces panafricanistes qui se sont investis, parfois qui ont donné leur vie pour l'avenir de l'Afrique, que nous puissions de temps en temps célébrer leur date de décès ou leur date d'assassinat. Ça va rafraîchir la mémoire. Mais écoutez, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de célébrer, de s'en aller. Ici, cette fois-ci, nous avons choisi Patrice Emery Lumumba, qui est un leader panafricaniste par excellence. Nous avons voulu que nous débattions de ça. Et vous avez suivi le message tel que donné par mon frère et camarade J.R. Ngwala. Ce que je peux retenir dans ça, c'est que Lumumba s'est battu. Lumumba a donné un certain nombre de choses. Par exemple, la lutte contre la corruption. Il a refusé la corruption. Les Belges avaient disponibilisé 7 millions pour corrompre les Congolais. Mais il a refusé, lui. Il a été assassiné. Alors je voudrais savoir, Lumumba qui avait refusé la corruption, Lumumba qui avait un savoir, il dévorait les livres chaque jour. Quelqu'un qui a des postes primaires, mais qui visiblement est devenu une icône, une figure emblématique à travers le monde, respectée par son savoir et son savoir immense. Attention d'aujourd'hui, 60 ans après, qu'avons-nous fait? C'est pitoyable. À 60, nous étions parmi les pays à revenu intermédiaire, au même titre que la Corée du Sud, que le Canada, l'Afrique du Sud. La Corée du Sud aujourd'hui, c'est 1,3 milliard de dollars de produits intérieurs bruts, 41 000 dollars par habitant par an. Et le Congo-Kinshasa, qui en 1960 dépassait la Corée du Sud avec 368 dollars par habitant par an, et que la Corée du Sud à l'époque c'était 257 dollars par habitant, et voilà, le Congo a 50 milliards seulement. C'est une moyenne statistique, ça ne veut pas dire que cet argent est disponible. Et quelque part, on est en difficulté. On n'a pas
bien qu'il est décédé, il a été assassiné, ça ne nous a pas servi de leçon. La même correction qu'on a reprochée à l'élite politique en 1960, c'est ce qui continue. Vous assistez à des migrations, des gens qui n'ont aucune conviction, des gens qui n'ont pas d'idéologie, des gens qui visiblement sont en train de faire ce qu'ils veulent justement pour avoir de l'argent, s'enrichir, et c'est terminé. Moi je pense que ceux qui ont accepté que nous on se retrouve ici, que ce ne soit pas une formalité d'usage, que ce soit l'occasion, la détermination, que nous puissions nous mobiliser autour d'un idéal. Je pense que si on ne le fait pas, ça sera trop tard. Les générations futures seront bousillées. Cette précision est à donner. Je voudrais quand même revenir sur la thématique qui m'a été donnée. Il s'agissait, je pense, de parler des perspectives pour l'Afrique de demain. Aujourd'hui, on voit ce que cela représente. C'est catastrophique. Mais quelles sont les perspectives positives pour l'Afrique de demain? Ça, on en a besoin. Autrement dit, quelle est l'Afrique que nous voulons demain? Nous voulons quelle Afrique? Et là, je vous dis sincèrement, mes frères et sœurs, parce que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas l'Afrique. Et j'ai voulu faire un petit exercice. À 4 temps. Le premier compartiment, j'allais dire, la première partie que je vais vous présenter, c'est essentiellement une simple présentation d'1 minute de l'Afrique. Et la deuxième partie va porter sur une brève présentation également de l'Afrique d'hier. Et puis, troisièmement, l'Afrique d'aujourd'hui. Et quatrièmement, ça sera l'Afrique de demain. En ce qui concerne la présentation de l'Afrique, vous êtes censés le connaître, c'est un continent qui date du 19e siècle, parce qu'au départ, l'Afrique n'a pas été reconnue comme un continent, c'était un pays, non? C'est avec la colonisation que l'Afrique est devenue un continent. Un espace saucissonné se base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Et pourtant, l'Afrique n'a vécu que des royaumes et des empires. C'était une confédération des royautés. Et cette Afrique a une superficie, a une taille. Elle dispose de 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique est suivie par la Russie. Ici, je vous cite essentiellement le pays continent. La Russie a 17 millions de kilomètres carrés. L'Europe occidentale, c'est 10 millions 42 000 kilomètres carrés. 10 millions. Les États-Unis, environ 10 millions, parce que c'est 9,8 millions de kilomètres carrés. La Chine, 10 millions, donc c'est 9,6 millions de kilomètres carrés. Et l'Inde, c'est 8,5 millions de kilomètres carrés. Ce sont des pays continents. Et l'Afrique a vécu autant de temps comme étant un pays, au même titre que les États-Unis, au même titre que la Chine, etc. Mais voilà, les agresseurs nous ont saucissonnés. Au-delà de ça, l'Afrique a 5 régions. Il y a le nord. Vous avez le Maghrébin, dont on a une locomotive, c'est l'Égypte, suivi de l'Algérie, du Maroc, la Tunisie, vous connaissez l'histoire, la Mauritanie et la Libye. Le nord est piloté aujourd'hui par l'Égypte, qui visiblement dispose de 315 milliards de dollars de produits intérieurs bruts par an. Des pays comme le Maroc, lorsque vous y voyez,
sont des pays qui sont très véritablement avancés. Et ils n'ont de séparation avec l'Europe que la Méditerranée. C'est que très clairement, ils ont la même origine, etc. Mais écoutez, c'est l'Afrique. Et vous avez l'Afrique du Sud, l'Afrique australe. Vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, aujourd'hui. Le pays comme Botswana. L'Afrique du Sud est la locomotive en Afrique australe. Et donc, avec 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et suivi de pays comme Botswana, qui est un miracle africain. Parce que là, le Botswana, c'est un grand pays avec autant de potentialités, mais 3 millions seulement d'habitants, dans un espace de 600 000 km², seulement 30% qui sont utilisés. Vous avez des pays comme la Zambie, le Zimbabwe, Namibie, tous ces pays-là. Mais il y a une locomotive qui tire tous ces pays pour avancer. Et vous avez à l'est, la locomotive, c'est l'Éthiopie. C'est la puissance régionale, avec 287 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et c'est l'Éthiopie à côté du Kenya, à côté de la Tanzanie, à côté de l'Ouganda, tous ces pays-là. Il y a une locomotive qui tire les autres pour avancer. Sincèrement, lorsque vous avez appris l'histoire, l'Éthiopie c'est un grand pays, mais qui est en difficulté. Il fallait une volonté très volontariste des autorités pour qu'aujourd'hui, elle devienne une puissance régionale. À l'ouest, vous avez, n'est-ce pas, le Nigeria qui est la locomotive, avec 581 milliards de dollars. Et vous avez la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Sénégal, etc. Et donc, quand vous revenez au centre, vous avez la locomotive, c'est le Congo-Kinshasa, notre pays. Il est entouré de pays satellitaires comme le Gabon, le Congo-Brazza, la République centrafricaine, le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, etc. Mais le Congo-Kinshasa n'a que 50 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Ça dit que lorsque vous quittez le nord, vous allez vers le sud, vous passez par le centre, le Congo-Kinshasa, qui est la locomotive qui aurait pu tirer véritablement d'autres pays satellitaires, etc. Mais le Congo lui-même à genoux. Les Gabon, c'est moins que la commune de Kimbazégué, parce que le Gabon a 1 500 000 habitants. À peine, il est en train de s'approcher des millions. Mais Kimbazégué a 2 500 000 d'habitants. Et donc, le Congo est à genoux. On ne peut pas aller du nord vers le sud. On ne peut pas aller de l'ouest vers l'est. Et donc, on est bloqué. Et le développement de l'Afrique est bloqué. Parce qu'il y a les centres. Et vous le savez, c'est la gâchette du revolver, comme disait Franck Fanon. Et alors maintenant, on ne peut pas tirer le revolver si la gâchette n'est pas opérationnelle. Et voilà la responsabilité que nous avons. Parce que nous sommes en train de retarder le développement de l'Afrique. Lumumba s'est battu, il a été assassiné, il a dit un certain nombre de choses. Mais lorsque vous posez à un jeune Congolais, vous entendez quoi? Qu'est-ce qui vous inspire Lumumba? Quelles sont les valeurs, etc. Il va vous dire le patriotisme. Et le patriotisme signifie quoi? Ça signifie quoi en termes concrets? C'est ça le grand problème. J'ai beaucoup aimé quand mon camarade hier a cité tous les panafricanistes, etc. Et là, on nous reproche beaucoup, nous les Africains. On a des hommes qui ont voyagé dans les temps, 100 ans, 200 ans, mais qui ne nous ont pas laissé un déroulement opérationnel de la chose. Il n'y a pas un schéma. On peut embrasser les idées de Laurent Kabila, on peut embrasser les idées de Lumumba, mais on ne sait pas en faire parce qu'on ne sait pas les retracer de manière opérationnelle. C'est un vrac. Non, non. Il faut un canevas, il faut un déroulement opérationnel. Et ça reste véritablement un défi. Donc, l'Afrique a des richesses. Un tiers des richesses en termes de ressources naturelles se trouve en Afrique. Un tiers.
Un Camerounais, François Ndengue, avait fait une étude sur un échantillon de 14 minéraux du monde. Et sur les 14 minéraux, l'Afrique prend le dessus. Vous avez le coltan, 80% des réserves en Afrique. Aujourd'hui, les alliages électroniques ne peuvent pas se faire si on n'a pas le coltan. Le téléphone, l'informatique, toute l'intelligence est digitalisée. L'intelligence artificielle. Eh bien, il faut du coltan. Nous, on en a, mais à 80%. Mais lorsque vous regardez le budget, vous ne trouvez rien. Ce sont les étrangers qui en profitent naturellement pour puiser, ça n'allait. Vous comprenez donc que le gouvernement, pour que nous ayons une indépendance économique, mais il y a tellement de gens qui n'ont même pas en tête ça, et qui se déclarent politiques, qui se déclarent intellectuels. Tout le monde est comme dans un ghetto. On ne comprend plus rien, on ne sait pas d'où nous venons, on ne sait pas où on allait, où on y va. Donc, en termes de ressources, l'Afrique, c'est un pays majeur, le cobalt. C'est 60%. Vous savez que toutes les batteries électriques, c'est le cobalt. Demain, il y aura des batteries électriques. Avec la lutte contre les changements climatiques, toute l'intelligence artificielle va porter essentiellement sur le cobalt. L'Afrique dispose de 60%, vous vous imaginez? Les Congos aussi, 60%. Parce que nous obtenons la quantité la plus élevée de l'Afrique. Mais écoutez, dernièrement je suis allé à Kolwezi, j'ai pris le véhicule de Lumbashi pour aller à Kolwezi. Je suis passé par là où on exploite le cobalt. Expressement, je voulais quand même visiter. Et j'ai vu des Chinois en train de transporter des tonnes et des tonnes. Mais aux côtés de cette exploitation chinoise, j'ai vu des cases. Je n'ai pas vu une belle maison. Et des cases occupées par des Congolais. Dieu nous a tout donné. Mais bon, les cases à côté, personne ne se pose la question. Personne ne se pose la question. Mais nous avons le platine en proportion de 90%. Le taux mondial. Nous avons les diamants, 50%. Y compris les diamants des joailleries. Pas seulement industriels. Donc nous sommes premiers. Aujourd'hui, bon, on a décliné, ça c'est évident. Nous avons l'uranium. 33%, vous vous imaginez? 33%, l'uranium du monde. Aujourd'hui, la puissance nucléaire n'est pas simplement en termes d'armes de destruction massive, mais on peut utiliser ça pour utiliser l'électricité. Nous avons plus de 33%, l'Afrique, dans son ensemble. Je ne vais pas parler du Congo-Kinshasa, à Chekolomoué, on en trouve. Il suffit simplement de prendre les sables, vous êtes irradié immédiatement. Et pourtant, lorsque vous êtes à France, l'électricité qui est utilisée, c'est essentiellement l'électricité issue du nucléaire civil. Et nous avons l'uranium, et nous n'avons pas l'électricité. Parce que la tendance générale, c'est que bon, c'est Inga, mais il y en a ça aussi. Donc, nous avons des potentialités terribles. Même sur le plan hydrologique, hydroélectrique. Le tiers-monde dans son ensemble, c'est 50% des potentialités existantes dans le monde. Mais l'Afrique a 25%. 25%. Je ne vais pas parler du Congo qui a 5000 MW, donc le seul pays qui est au-dessus, au top, mais qui n'a que 1000 kW, essentiellement pour desservir l'ensemble du territoire national. Et la potentialité de l'autre, de 100 000 MW. Vous imaginez 99%, 99 000 MW de différence. Où on aurait pu potentialiser, etc. Malheureusement. Donc, en termes de richesse, nous pouvons croire que l'Afrique peut prétendre demain à quelque chose.
l'Afrique n'a pas seulement les richesses, je vous ai parlé de la superficie, l'Afrique aussi a la population. Au moment où nous parlons, il y a 20 ans, on était à 800 millions d'habitants. Aujourd'hui, non, on était à 500 millions. Aujourd'hui, on est à 1 milliard 300 millions d'habitants. Hier, c'était la Chine, 1 milliard 400 millions. Aujourd'hui, la Chine est dans la proportion de 1 milliard 500, 1 milliard 600 millions à cause de la politique de 2 enfants par famille, parce que c'était un enfant. Ils ont compris qu'ils sont en train de vieillir, il faut avoir des enfants, ça c'est évident. Mais l'Afrique a pris un ascenseur exponentiel de 500 millions à moins d'un demi-siècle. Il a pris le double, 1 milliard 300 millions. Donc, en 2050, l'Afrique aura 2 milliards 400 millions d'habitants. En 2100, l'Afrique aura 4 milliards et demi. 2 personnes sur 4 seront africaines noires. 1 personne sur 3 sera africaine. En 2100, où sont les élites qui font des projections, qui voyagent dans le temps, qui photographient et qui prennent des stratégies innovantes aujourd'hui pour donner l'éclairage avec une torche qui permettent de connaître où est-ce qu'on va. Voilà les question marks. Voilà, il ne s'agit pas d'une question de faire déclaration. Il s'agit d'une question d'avoir une intelligence intelligible qui permette véritablement de fournir le boussole pour la République. Et donc, en 2050, vous savez, l'agenda 2068 démontre très clairement que la perspective, comme l'a dit le camarade Ngwala, c'est d'avoir les États-Unis d'Afrique. Mais croyez-moi, nous aurons une population la plus élevée, mais notre population sera la population la plus jeune. Au moment où je vous parle, la moyenne d'âge de la population mondiale est de 30 ans. Et l'Afrique a une moyenne dans la jeunesse de 19 ans. 19 ans. Et les Européens aujourd'hui, ils ont 60 ans de vieux. Les Américains, 60% des vieux. Les Américains, la même chose. Les Asiatiques, la même chose. Il n'y a que l'Afrique, 60% des jeunes et 40% des vieux. Avec un taux de natalité de 3,6%. C'est qu'on a toujours la possibilité d'avoir des hommes, des femmes, etc., qui peuvent avoir la force pour changer les choses. Donc, vous avez vu que la situation de l'Afrique, c'est une situation assez complexe, beaucoup de richesses, beaucoup de population, grande superficie, non encore exploitée. Et donc, l'Afrique ne trouve pas son compte. Et je voulais vous dire, il faut avoir à l'esprit que l'Afrique dont on parle aujourd'hui, l'histoire que nous avons apprise à l'école, c'est une histoire essentiellement rédigée par les envahisseurs, les agresseurs. Le monde a dit, le moment viendra où vous écrivrez votre histoire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réécrire notre histoire. Ils nous ont parlé de la traite négrière. La vie des Africains n'a pas commencé avec la traite négrière. L'histoire date il y a 100 000 ans avec la création d'Homo sapiens. 100 000 ans, il n'y avait pas d'autres terres au monde. Il n'y avait pas d'autres nations. Il n'y avait pas d'autres peuples. Il n'y avait que des Africains noirs de charbon. Et nous avons vécu 100 000 ans. L'Occident, comme l'on voit aujourd'hui, même Yves Compès confirme, ça fait 28 000 ans qu'ils sont là. Et beaucoup de littérature montre qu'effectivement il y a eu des mutations. C'est discutable, je n'entre pas sur ce schéma-là. Mais au moins nous avons vécu pendant plus longtemps. C'est que nous, on a fait beaucoup de choses, on a survécu. Nous étions en contact avec la puissance et l'énergie qui a créé le monde. Dieu créateur. Nous sommes les dépositaires de l'Esprit de Dieu.
Nous sommes l'esprit de Dieu incarné dans le corps physique que nous représentons. C'est nous qui connaissons les secrets de l'humanité. Ce sont nos ancêtres qui ont donné la voie de conduite, qui ont mis en place de lois, qui ont mis en place de principes. Et donc nous avons vécu des moments de scientificité. Nous avons été des scientifiques parce que nous n'avons pas connu la religion. Nous avons connu la spiritualité, l'esprit de Dieu dans l'homme. Cet esprit qui lui permet de savoir ce qui n'a l'eau ni anana na anana. Mais qui a donné cet esprit parce qu'il n'était pas dans les facultés d'agronomie? Qui a donné cet esprit pour que tout le monde était à l'imila et mbila na kati mbila na ikopesa tso mafuta na tokola mbila nango mbila na ikopesa tso bandika na tokosalela ngo savon tokosalela ngo caro. Il n'y avait pas de blanc à l'époque. Comment on l'a su? Et chaque fois qu'on était malade, comment on se soignait? Qui a donné cet esprit-là? C'est Dieu, dans la connexion entre la métaphysique et la physique. Et donc cette communication a permis que nous soyons des grands scientifiques. Mais où est-ce qu'on en est? Et nous avons vécu, et pour terminer par cette partie, 35 siècles de puissance scientifique, de puissance économique, de puissance politique, de puissance intellectuelle. On a créé la médecine, on a créé l'astrophysique, on a créé l'astronomie, on a créé la philosophie, on a créé l'écriture, on a créé les mathématiques. Mais ce sont des Africains de charbon, des Noirs de charbon. Les Grecs, les Occidentaux venaient apprendre chez nous. Vous connaissez l'histoire de Thalès, vous connaissez l'histoire de Pythagore, d'Hérodote, d'Aristote, de Platon. Platon, 30 ans. Tous les théorèmes qui ont été piqués sont des théorèmes de Yameso, qui a été prêtre dans la cour de Pharaon. C'est lui qui était le grand enseignant qu'ils ont transformé. Je ne reviens pas. Et donc aujourd'hui, la situation s'est aggravée à cause de la traite négrière, à cause de la colonisation. Et la colonisation, et vous savez, ça date du 19e siècle. C'est en février 1885 qu'il y a eu des conclusions. Et donc, il n'y a pas longtemps, il y a des siècles, il n'y a pas longtemps, et nous avons survécu parce que nous avions des royaumes, nous avions des empires. Pourquoi devons-nous avoir peur? Et là maintenant, on a des intellectuels, non, j'allais dire des instruits, mais qui ne vont pas trop loin. Aujourd'hui, la situation est grave. On a arrêté la traite négrière simplement parce qu'effectivement, ils ont découvert l'industrie et ils avaient besoin de matières premières. C'est comme ça qu'ils ont mis en place la colonisation. Et quand ils ont mis la colonisation en place pour qu'ils se répartissent les espaces géographiques africains et les ressources minières, et quand ils ont fini, il y a une autre vague. La vague qui permettait naturellement de libérer, parce que les Américains voulaient être au devant de la scène, y compris les Soviétiques. C'est comme ça qu'ils ont convoqué la conférence de Bangui. Et justement pour qu'on mette en place une nouvelle forme de colonisation. Et ils ont réussi à le faire. Aujourd'hui, on a mis en place ce qu'on a appelé, n'est-ce pas, la guerre froide, qui se trouvait entre les modérés et les progressistes. Les progressistes derrière les Soviétiques, les modérés derrière les Américains. Et donc, on a divisé encore l'Afrique après la décolonisation dans une guerre froide où il y a des pays qui sont derrière les Américains. Et donc, les Américains mettent au pouvoir des intendants, des courtiers, des commissionnaires qui leur servent des blocs de pétrole, des blocs de cobalt, blocs des uranium. Les autres servent véritablement les Soviétiques. Voilà comment on a fonctionné. Alors maintenant, toujours, vous savez, nous sommes dans un processus anthropique. Avec cette situation, comme les gens commençaient à comprendre, les Américains ont travaillé après à travers la CIA pour qu'on puisse démanteler, déconstruire l'Union soviétique pour qu'il reste une seule puissance mondiale. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une nouvelle révolution qu'on a appelée la mondialisation et la globalisation.
où les Américains sont les seuls pilotes, ils décident sur tout à travers le monde. Aujourd'hui, il s'est créé une autre révolution qui fait renaître la guerre froide, la révolution digitalisée, la révolution numérique, où il y a renaissance de cette fameuse guerre froide entre les Américains et les Chinois, à cause du numérique. Et à cause du numérique, on a besoin des endroits où il faut alimenter les alliages électroniques. Et le pays de prédilection où on peut retrouver véritablement ces ressources, c'est l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on a besoin de lithium, on a besoin de coltan, on a besoin de cobalt, etc. Et il y a une guerre entre les Américains et les Chinois aujourd'hui. Entre-temps, chaque groupe achète l'élite politique qui fait partie du groupe des Chinois, groupe des Américains et les Congolais. Vous voyez ces richesses importées. Et sans résultat. Mais on ne peut pas être aussi pessimiste. Parce que aujourd'hui, il y a multipolarité. C'est-à-dire plusieurs pôles de puissance. Vous avez les Américains qui sont encore puissants, ça c'est évident, même si il y a déclinaison de leur puissance. Vous avez les Chinois qui sont en train de prendre le récit sur le plan de la puissance économique. Aujourd'hui, c'est la première puissance, hyperpuissance commerciale. Vous avez la Russie, vous avez l'Inde, vous avez la Turquie, même certains pays arabes aujourd'hui. Donc, le terrain de prédilection, ça devient l'Afrique. C'est comme ça que vous voyez le Japon. Il dit, j'ai créé une organisation Japon-Afrique. France-Afrique. États-Unis, Afrique. Allemagne, Afrique. Inde, Afrique. Chine, Afrique. Toutes ces puissances. Et pourtant, l'Afrique a 54 États. Et il construit une passerelle avec ces pays. Et on est auréolé d'un prestige. Mais quand les Africains disent, soyons ensemble, créons les États-Unis d'Afrique, aucun pays, aucune de ces puissances accepte naturellement qu'on soit ressoudés. Ça devient un défi, mes frères. Ça devient un défi. Ça devient une préoccupation. Ils veulent travailler individuellement avec l'Afrique, mais ils ne veulent pas que les Africains soient ensemble. Parce que vous savez, l'union est la force des faibles. Si les Africains se mettaient ensemble, et donc ça sera catastrophique. Voilà les éléments qui ont été mis en place pour maintenir la domination des envahisseurs occidentaux et orientaux. Mais croyez-moi, si à un moment donné nos ancêtres ont été brimés, dominés, parce qu'il y a eu la religion, qu'on appelle généralement les religions importées, et la filière abrahamique, les enfants d'Abraham nous ont envahis et se sont amusés avec nous. Au point, jusqu'à preuve du contraire, nous avons perdu notre spiritualité qui a été finalement considérée comme la sorcellerie. Or, les Occidentaux fabriquaient leurs avions à cause de leur sorcellerie. Et nous, parce qu'ils savaient que cette sorcellerie est une puissance que Dieu a donnée à chaque peuple pour dominer son environnement, on nous dit, votre sorcellerie, c'est diabolique, vous serez, n'est-ce pas, à l'enfer. Ce n'est pas le débat. Et deuxième élément, c'est l'éducation. Regardez le nombre d'universités que nous avons. Une éducation d'aboutissement, des diplômes d'aliénation, sans plus-value, sans valeur ajoutée. Tout le monde se réclame licencié, docteur, etc. Où se trouve la valeur ajoutée de toutes ces études que nous avons faites? On responsabilise quelqu'un, il n'y a pas de résultat. Une éducation qui est en inadéquation avec nos besoins. Je vous parlais de la Corée du Sud. Lorsque, il n'y a pas longtemps, la Corée du Sud, indépendante dans les années 60. Mais devenir indépendante, mais les gens se sont réunis pour dire, laissons cet enseignement colonial en bâtardisé.
Un enseignement qui ne produit que des chômeurs de luxe. Un enseignement qui est en divorce avec nos réalités. Quelqu'un qui dort sur les lits d'autrui dort par terre. On ne rase pas la tête d'autrui à son absence. Et donc on nous a amené un enseignement qui ne correspond pas. Et les Asiatiques qui se sont posés des questions, nous avons besoin de quoi? Maçons, quel des contenus? Qu'est-ce que les ancêtres ont fait? Comment nous pouvons capitaliser ce que les ancêtres ont fait pour que nous puissions avoir des maisons? Nous ne sommes pas obligés de construire des maisons comme les Occidentaux. Allons de ce que nos ancêtres faisaient, mais nous pouvons avoir la base solide de pouvoir monter le modèle de maisons que nous avons. Raison pour laquelle vous voyez les Asiatiques, la Chine, l'Inde, etc. Il faut y aller. Voilà. Non, le modèle occidental n'est pas un modèle unique, universel, non. Il existe ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Cette théorie montre qu'il y a deux vérités contraires. Votre vérité sur une situation n'est pas ma vérité, mais moi aussi j'ai ma vérité. Et les deux vérités doivent cohabiter. La théorie de la relativité, la vérité en dessous des Pyrénées et le rêve au-delà. C'est cela. Et nous avons pensé que seule la vérité de l'Occident constitue la seule vérité unique. Ce n'est pas vrai. Et donc, notre religion a été chamboulée. Nous appelons la spiritualité. L'éducation a été chamboulée. Et notre système politique. Combien on nous a dit que nous créé des partis politiques, faites, etc. On a créé des partis politiques. Où est le résultat? Créer des mouvements citoyens. On a créé des mouvements citoyens. Où est le résultat? Prenez la démocratie occidentale. Mais la démocratie occidentale, où est le résultat? Ayez des syndicats, où est le résultat? Entrons dans les alliances internationales, on crée parti écologique, allez, alliance internationale écologique, où est le résultat? Alliance libérale, où est le résultat? Alliance chrétienne, où est le résultat? Socialiste. Mes frères, tant qu'on n'aura pas inventé nos propres structures, on va attendre longtemps. Et voilà, on a utilisé la règle importée. On nous a dit qu'il faut entendre le ciel pour mieux vivre. On attend qu'on soit au paradis pour mieux vivre. Entre-temps, ils vivent comme au paradis. Quand on te frappe, il faut pardonner 77 fois. Entre-temps, ils sont venus, ils prennent nos caoutchoucs, ils prennent tout, etc. Ils nous coupent les mains, ils nous tuent. On a déporté 200 à 500 millions de personnes. C'est pour ça que par le temps, c'est que nous voulons, c'est que demain, nous ayons des panafricanistes qui prennent la responsabilité, qui vont aimer l'Afrique. Et que demain, s'il y aura un vrai panafricaniste, à ce moment, on commence par les parlements panafricains. Si on a déjà dans le Parlement, si on a des ministres, si on a des députés, etc., on va commencer à mettre ces choses-là dans les lois et ça va remonter jusqu'au niveau de l'Afrique et on va créer les États-Unis d'Afrique et ces États-Unis vont mettre en place ce que nous appelons, n'est-ce pas, la monnaie commune, l'armée commune, les passeports communs, la banque douanière commune, la banque monétaire commune et tout ce qui nous concernerait la diplomatie commune. Et de cette manière-là, que les autres États qui deviendront véritablement des États fédérés, parce que l'idée c'est de créer l'État fédéral, les États fédérés vont respecter les compétences qui sont dévolues à l'échelle confédérale et c'est comme ça que nous allons véritablement lutter parce qu'on va réglementer la religion, on va réglementer l'éducation, on va réglementer la politique, on va réglementer les interventions de tous ces étrangers et c'est cette manière-là qu'on va régler le défi et le premier défi c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci. Je vais vous tendre à vous les intervenants de Berche. Je vais dire qu'il faut continuer à élargir ce genre d'idées, surtout dans les médias, parce qu'aujourd'hui les médias c'est une très grande puissance. Réunir les gens comme ça, c'est souvent pas facile, il y a des contraintes de transport, il y a aujourd'hui la Covid et tout ça. Si on pourrait peut-être d'ici l'année 2022 avoir vraiment une très grande émission télé qui promouvoit les débats d'idées, où il y aura confrontation d'idées, parce que comme on dit, de confrontation d'idées, j'aille de lumière. Alors, je m'en vais vous poser quelques questions que j'ai.
Premièrement, j'ai été frappé par l'hymne international. Je relevais une sorte de contradiction à attendre en maître Tig, que je connais très bien. Comment voulez-vous, ça c'est la question, comment soutenez-vous le panafricanisme de Sankara, de Kadhafi et tant d'autres, et espérer à un cosmopolitisme politique mondialiste? Ça veut dire qu'à un monde sans frontières et tout ça, alors que tous ces hommes que vous louez, Dieu de votre tribune, ont en effet soutenu le développement par l'émergence des nations. Ça, j'ai pas compris parce que dans l'hymne, il y a vraiment des mots assez clairs où vous dites l'international, ça sera les gens humains demain. Bah, pour moi, le genre humain n'existe pas. Il existe des Français, des Congolais, des Brazzaville. Je suis Emmanuel Osemba, je suis de la 3e voie. Je partage beaucoup d'aspects avec le professeur Yabayamba, beaucoup de points de pensée, et je crois que même ce que Maître a dit revient souvent dans nos interventions. Je voudrais partir de la construction, mais il y a un problème méthodologique là. Je voudrais savoir, est-ce que la conférence est du type question-réponse où on peut argumenter? Je voudrais avoir votre autorisation, puisque c'est ça. Je pense qu'il faut aller dans la ligne de contribution. Oui, mais assez clair. Oui, tout en étant concis. Je suis contre le panafricanisme de Maître et surtout des chants de Casablanca. Lorsqu'il il n'a pas de maquette. J'aurais bien voulu que le professeur Norbert puisse construire cette maquette-là dans sa dernière partie, mais je suis resté dans ma soif et je pense que c'est toute la problématique que le premier intervenant soulève. On ne peut pas construire une maison un architecte, un bon architecte, sans avoir une maquette. Vous parlez de quelle Afrique? Vous parlez de quels États africains? Vous parlez de quelles nations africaines? Est-ce qu'on peut aller à l'international sans le national? Si la nation congolaise pose déjà problème en termes épistémologiques, politiques, sociologiques, anthropologiques, comment vous allez construire l'international africain? Et que leur lutte ne pouvait pas aller au-delà de l'Afrique. Et je pense que toi et moi, nous avons eu en interne ces débats, et on en a même demandé un débat télévisé, et tu reviens aujourd'hui. Vous allez comprendre que même la lutte pour les indépendances africaines n'ont pas été la seule chose où seuls les Africains qui se sont battus pour les indépendances. Il y a eu d'autres pays, en l'occurrence le Cuba, qui a pu accompagner les Africains à se libérer de colonialisme. Et que déjà un peu avant, quand vous allez pour les luttes ou les combats qui ont eu en Europe, les Africains sont allés intervenir. Les guerres entre la France, l'Allemagne et consorts. Et qu'aujourd'hui, si vous dites que Kadhafi et Sankara se sont restés nationalistes, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'ils ont prêché la lutte des opprimés et que leur lutte était la défense même du peuple opprimé. Et les peuples opprimés n'est pas que en Afrique, les peuples opprimés est à travers le monde. Et vous trouverez les peuples opprimés en Palestine, vous trouverez les peuples opprimés au Venezuela, vous trouverez les peuples opprimés au Cuba et ailleurs. Qui a donné aux États-Unis l'impérium de sanctionner les autres pays? Il a reçu cet impérium où? Et donc, dans la théorie du panafricanisme et de l'internationalisme, nous avons unifié, et c'est d'ailleurs la demande de Kwame Nkrumah dans sa lutte, et même des autres, unifié nos luttes pour faire face
à celui qui est beaucoup plus fort que nous. Et qui est beaucoup plus fort que nous, c'est ces capitalistes, c'est cet impérialisme et ces néocolonialistes. Donc, question d'allonger un peu la lecture, vous verrez que Thomas Sankara n'est pas resté africain et nationaliste, parce que dans un des discours de Thomas Sankara, il dit clairement que tous les Africains ont peur devant l'Europe et les États-Unis à prendre leur part par rapport aux décisions de Mohamed Kadhafi. Et nous, le Burkina Faso, nous traitons avec Mohamed Kadhafi. Tous les Africains ont peur de prendre des décisions par rapport à la politique internationale et nous prenons des décisions par rapport à la politique internationale lorsque nous pensons que ceux qui sont malmenés, maltraités ont raison. Et donc, l'internationalisme fait de l'Afrique. Nous avons été aidés par la Russie, les Cuba et les autres pour les indépendances. Nous continuons aujourd'hui à être aidés dans notre lutte par certains pays qui prennent des positions par rapport à ce que l'ONU, les États-Unis d'Amérique et la France, même la Belgique, prennent comme décision au niveau de l'Afrique. Vous avez encore parlé de panafricanisme des peuples que vous ne comprenez pas. C'est vrai. Le panafricanisme, et là je vais rejoindre les camarades qui a parlé de la subdivision du panafricanisme en trois. Le panafricanisme reste un. Mais même ceux qui vont dans les églises, et je prends l'église catholique, il y a une église catholique qui est appelée église catholique romaine, et une autre église catholique qui est appelée église catholique orthodoxe. Ils sont divisés par l'idéologie. Et donc, le panafricanisme institutionnel, ou le panafricanisme à sa naissance, a connu deux blocs. Des blocs signifie quoi? Les deux groupes de chefs d'État qui se sont réunis pour créer l'organisation de l'Union africaine. Et un groupe a été infiltré par la France, et ce groupe, c'est avec Houphouët-Boigny l'Ivoirien, parce qu'il y a Maître qui a demandé les noms, il y a Houphouët-Boigny en tête, et toutes les autres colonies françaises, prenez les pays qui ont été colonisés par les Français, qui se sont opposés à la réalité ou à la position nationaliste du groupe de Casablanca, qui voulait tout simplement que le sol et les sous-sols africains appartiennent ou bénéficient d'abord aux Africains avant qu'on puisse donner les miettes ou les restes aux Européens. Et la France et les autres, voyant cette position, se sont dit, si les Africains arrivaient à prendre une telle décision, c'est que nous crèvons. La France, l'Europe et les États-Unis vivent de l'Afrique. Et donc, ils ne peuvent pas très rapidement se détacher de l'Afrique. Et en ce moment, avec le panafricanisme institutionnel, où on a vu la lutte seulement au niveau des chefs d'État, on voyait Lumumba seul, on voyait Nkrumah seul, on voyait Sékou Touré seul, on voyait Cabral seul, Julius Nyerere seul et les autres. Et c'est comme ça qu'on a eu à les éliminer l'un après l'autre, avec les assassinats. Mais quand Thomas Sankara est venu, il a puisé les idées de ses pères. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez voir les vidéos de Thomas Sankara, réunir les jeunes, le sensibiliser, leur parler. Voilà les polos que tu portes, tu es en train de faire la publicité des États-Unis d'Amérique. Vous cherchez le capitalisme, il y en a là dans vos assiettes. Et ce travail de Thomas Sankara, où il a ramené le panafricanisme institutionnel au peuple, et l'idée et la politique de Thomas Sankara, il pouvait mourir. Mais si le peuple entier est sensibilisé, et éduqué et préparé, ça signifie que la lutte ne termine pas. Quelqu'un qui a le monopole du savoir, chacun de nous a un morceau de quelque chose à apporter. Et si on organise ce genre de rencontres, c'est parce qu'on a besoin effectivement que chacun apporte du sien. Parce que le chantier est encore à l'état d'animalité zéro. Et on a besoin que les uns et les autres interviennent pour qu'on puisse construire. Il écrit un livre, moi j'écris un livre. La puissance de l'impuissance est restaurée, l'Afrique en marche. Dans cette approche, dans cette démarche, on essaie de donner ce qu'on pense. Ce qui ne raconterait pas le sentiment des autres, ça c'est évident. Et c'est comme ça, cette gestion de contradiction va nous permettre de faire avancer les choses. Je salue la proposition d'Élie qui souhaitait effectivement qu'on organise des débats, même télévisés. Ce que nous faisons sincèrement, mon ami, c'est de la bonne volonté. De la bonne volonté, quand on se met ici, c'est pas facile, c'est pas parce que la salle a été libérée gratis, non.
c'est parce qu'il y a des gens, sans intérêt quelconque, on trouvait nécessaire de faire des sacrifices. Parce que quand on croise les bras à différents niveaux d'atterrissage et on laisse faire le pays vivre en vrac, nous disons non, non, élevons la voix et faisons quelque chose. Même s'il n'y a pas de retombées aujourd'hui, même les enfants des générations futures peuvent encore ramasser les morceaux et continuer le combat. Donc, merci pour l'intérêt, merci pour la proposition. À la question de la loi de la jungle, sincèrement, tu as raison, parce que comme nous sommes des humains, pour vivre, nous avons besoin d'avoir des gibiers. Les gibiers aussi ont besoin de vivre, mais nous allons abattre les gibiers. Et les gibiers aussi ont besoin de vivre avec d'autres nourritures qui se procurent. Donc, à chaque espèce, il y a une neutralisation mutuelle. Et c'est comme ça qu'il est nécessaire de comprendre les règles du jeu pour jouer le jeu de manière à gagner le jeu. Et les efforts que nous faisons, c'est quelles sont les règles du jeu? Est-ce que ces règles de jeu sont popularisées? Comment nous faisons pour que nous puissions aussi jouer le jeu et gagner le jeu? Et donc, on est conscient véritablement de la jungle, mais nous sommes en train de populariser les règles de jeu. Vous avez insisté sur le fait que, et j'ai trouvé ça une question très pertinente, le Congo lui-même, c'est des centaines de tribus, des centaines, n'est-ce pas, d'approches culturelles. Alors, si au Congo, il y a cette diversité, est-ce qu'on peut arriver au niveau africain où il y a pratiquement 54 États? Vous avez raison. Mais vous n'avez pas posé la question pour savoir, avant que les Blancs ne nous colonisent, comment on a vécu? Mais il y a eu ces empires-là, il y a eu ces royaumes. Et nous avons vécu, il y a eu des échanges entre nous. Vous quittez le Congo, vous allez au Ghana, lui il était à Accra, il a vu. En dehors de l'anglais, il n'y a pas de déclaration. Déclaration des panafricanistes de la RDC au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'aube de son mandat comme président de l'Union africaine. Nous, membres de la nouvelle vision des panafricanistes en RDC, réunis à ce jour commémoratif de la mort du 60e anniversaire de notre héros national Patrice Emery Lumumba, avons décidé ce qui suit. 1. Nous demandons au président de la République de faire attention et de savoir qu'il existe des hommes et des femmes dans notre pays qui sont engagés pour l'avenir de l'Afrique et disposent des inputs pour lui permettre de mener à bon port son mandat. Deuxième chose, étant donné que l'Afrique a vécu autant de temps dans la pauvreté la plus abjecte, nous, les panafricanistes, avons retenu 5 défis pour lui. Le premier défi porte sur la révisitation de notre système politique. Nous aurions souhaité que le président de la République, dans sa marche vers la session comme président de l'Union africaine, de travailler fort pour la révision du système politique en Afrique. L'Afrique a vécu des siècles avec des royaumes, des empires. Il existe une certaine intelligence dans ces regroupements.
Il faut donc travailler pour que demain, nous ayons les États-Unis d'Afrique. Un État fédéral qui aura pour mission, d'abord, de travailler pour l'acquisition d'une monnaie commune, l'acquisition d'une banque commune, l'acquisition d'une diplomatie commune, l'acquisition d'une douane commune, et qui donnerait même aux afro-descendants le passeport, ils peuvent véritablement obtenir la nationalité africaine.